1994. Il faisait sombre, de sorte que personne n'a remarqué les deux silhouettes ouvrant les sorties de secours d'un complexe de dômes en verre situé en Arizona et connu sous le nom de Biosphère 2. Elles étaient déterminées à libérer 7 personnes enfermées à l'intérieur depuis 1 mois, risquant leur vie au nom de la science. La mission a été un succès, mais on les a accusés de violation de propriété et de vandalisme. Les vandales étaient Abigail Alling et Mark Van Tillo. Ils faisaient partie des 8 premiers malheureux à vivre dans cet endroit comme des cobayes. Et ils ne voulaient pas que d'autres subissent les mêmes horreurs qu'ils avaient vécues. 150 millions de dollars ont été dépensés pour déterminer si les humains pouvaient y créer des conditions de vie convenables sur d'autres planètes, comme Mars. Pour ce faire, les scientifiques ont construit un mini-monde avec plus de 3000 espèces de plantes et d'animaux. La Biosphère 2 était un habitat de 12 000 mètres carrés, complètement isolé, doté de sa propre mini-forêt tropicale, d'une plage privative avec un récif de corail, d'une petite savane, d'un marais, et même d'un bout de désert. Entre 1991 et 1993, rien n'a pu entrer ou sortir de cet endroit. Le groupe de 8 personnes enfermées à l'intérieur se nommait les Biosphériens et portaient des combinaisons assorties à la manière de Star Trek, cultivant leur propre nourriture et respirant leur propre air. Tout a débuté avec de grands espoirs et un petit déjeuner digne d'un hôtel 5 étoiles. Mais les choses ont pris un tournant plus sombre au fil des mois. Toute l'équipe mourait de faim et virait à l'orange. Dans la Biosphère 1, qui est notre bonne vieille Terre, vous pouvez commander une pizza en 2 minutes. Mais à l'intérieur de la Biosphère 2, il leur aura fallu 4 mois interminables pour préparer une margherita. Ils ont dû récolter du blé pour la pâte et traire des chèvres pour le fromage. L'objectif était d'être complètement autosuffisants, et ils sont devenus une partie intégrante de leur atmosphère, littéralement. Lorsqu'ils expiraient, leur dioxyde de carbone nourrissait les patates douces qu'ils cultivaient. Et ces patates douces devenaient en retour une partie d'eux-mêmes, puisqu'ils mangeaient essentiellement le même carbone encore et encore. Ils se sont en repus de patates douces que leur peau est réellement devenue orange à cause de tout cet excédent de bêta-carotène. Ce qui semblait être une situation amusante sur le moment a mis en évidence un gros problème. Les rendements agricoles dans la Biosphère 2 étaient extrêmement décevants, et l'équipe mourait de faim. La faim les rendait fous, et des accès de colère subite les ont conduits à faire des choses regrettables, comme voler des bananes dans la réserve du sous-sol. Au bout d'un moment, il a fallu verrouiller le congélateur. Au cours des 6 premiers mois, chacun d'eux a perdu entre 8 et 26 kilos. Chaque jour, quelqu'un se chargeait de peser les aliments frais pour le cuisinier, consignant toute information sur les nutriments dans l'ordinateur pour s'assurer que l'équipage atteignait ses apports recommandés en calories, protéines et matières grasses. Au début, les repas étaient servis sous forme de buffet, mais à mesure que les vivres commençaient à manquer, les cuisiniers ont commencé à diviser méticuleusement leur nourriture en portions égales. Leur régime, principalement des patates douces, des carottes, des fruits et occasionnellement de la viande le dimanche, était censé leur permettre de tenir pendant ces épuisantes semaines de 80 heures, faites de travail manuel épuisant. Les Biosphériens quittaient chaque repas encore affamés et faisaient des rêves récurrents de Big Mac, de sushis, de barres chocolatées et autres gâteaux. L'air commençait à manquer. L'endroit était entièrement scellé, avec un dôme de verre et d'acier par en haut, et un sol fait du même métal par en bas. Les responsables veillaient à contrôler tout ce qui y entrait, afin d'éviter que des matériaux synthétiques émettent des gaz nocifs. Les zones de confort étaient meublées de bois et de laine, et on ne pouvait pas y utiliser de déodorant chimique ou y souffler de bougies d'anniversaire. Les Biosphériens comptaient sur la nourriture qu'ils cultivaient, et sur leur mini-forêt tropicale pour produire l'oxygène nécessaire à leur survie. Cependant, ils perdaient très rapidement de l'oxygène, asphyxiés par leurs propres émissions de dioxyde de carbone. Et le pire, c'est qu'ils n'avaient aucune idée de pourquoi. Avec encore 9 mois d'expérience à subir, le niveau d'oxygène avait déjà chuté de 21 à environ 15%, ce qui donnait l'impression de vivre au sommet du mont Fuji. Ils se sentaient terriblement mal et se traînaient péniblement à travers la biosphère. Ils ne pouvaient même pas terminer une phrase sans s'arrêter pour reprendre leur souffle. Puis l'apnée du sommeil a commencé à apparaître, certains se réveillant à bout de souffle. Pour réduire les niveaux de CO2 à l'intérieur de la Biosphère 2, ils ont bien tenté quelques manœuvres désespérées, comme faire pousser des plantes à un rythme fou, réduire autant que possible l'arrosage du sol, et même renoncer à labourer leur culture. Rien n'a fonctionné. Tout le monde a donc convenu qu'ils n'étaient pas très loin de toucher le fond, et ils ont donc résolu de demander de l'aide. Des camions réfrigérés sont arrivés pour pomper de l'oxygène pur dans Biosphère 2.
Dès que le gaz a commencé à se répandre, ils se sont mis à rire aux éclats et à courir partout comme des cabris. L'écosystème était un véritable désastre. Les colibris et les abeilles ont disparu après quelques mois, de sorte que les plantes n'étaient plus pollinisées. Les vers et les acariens ont attaqué les cultures, et les cafards ont tout envahi. 4 espèces de cafards sauvages ont été introduites pour recycler la matière organique, mais les cafards domestiques ordinaires étaient les survivants ultimes. Ils sont parvenus à s'infiltrer et à se multiplier, présentant une menace sérieuse pour les cultures. La nuit, la cuisine était envahie de cafards dès que les lumières s'éteignaient. Pour combattre cette infestation, le groupe a graissé des tasses de café avec du lubrifiant et y a mis des morceaux de papaye pour servir d'appât. Les cafards grimpaient à l'intérieur, mais ne pouvaient plus en escalader les bords glissants pour s'échapper. Avoir faim, manquer d'oxygène, faire face à des infestations d'insectes, cela suffirait à rendre fou n'importe qui. De violentes disputes ont conduit les gens à se jeter des tasses à la figure et à se cracher dessus. Finalement, le groupe s'est simplement scindé en deux. Ils ont arrêté de se parler et pouvaient se croiser dans les couloirs sans même s'adresser un regard. La moitié d'entre eux voulaient plus de nourriture et d'oxygène pour poursuivre l'expérience avec dignité, tandis que l'autre moitié croyait en leur chance de survie sans aide extérieure, et ce quoi qu'il en coûte. En vérité, la chambre scellée avait été violée bien avant tout cela. Juste 2 semaines après leur entrée, une biosphérienne du nom de Jane Pointer s'était coupé le bout du doigt dans un accident de cuisine en préparant du riz. Le médecin de la mission a essayé de le recoudre, mais cela n'a pas fonctionné et son doigt a noirci en quelques jours. Elle s'est rendue à un hôpital extérieur pour y être opérée, et quelques heures plus tard, elle est retournée à l'intérieur avec un sac de sport rempli de fournitures comme des pièces d'informatique et des pellicules couleur. Les journalistes n'ont découvert cette livraison furtive que bien des mois plus tard. Et en raison de cela, nombre de gens ont remis en question la crédibilité de toute l'expérimentation. Les médias ont traité l'expérience comme une émission de télé-réalité, la qualifiant de divertissement écologique à la mode. Les gros titres de partout dans le monde donnaient l'impression que l'équipe était sur le point d'y laisser la vie. Au point que leurs familles s'inquiétaient et appelaient sans cesse les biosphériens pour s'assurer qu'ils allaient bien. Le groupe avait l'impression d'être dans un zoo humain, avec des touristes venant de loin pour les regarder au travers de leurs cages de verre. Rien que dans les premiers 6 mois, plus de 150 000 personnes ont visité l'endroit. La Biosphère 2 a fini par devenir un gag dans la culture populaire, inspirant une comédie appelée Biodome et des décennies de sketchs amusants. Vous vous demandez peut-être pourquoi aucun d'eux n'a abandonné l'expérience et n'est sorti par la grande porte. Eh bien, aucun des environnementalistes ne voulait être le premier à admettre que c'était au-dessus de ses forces. De plus, ils gardaient encore tous l'espoir de pouvoir relever le défi de la construction d'une seconde Terre. En bout de compte, ils sont parvenus à découvrir où étaient repassées les 7 tonnes d'oxygène manquant. Il avait été absorbé par le béton. Même si être essoufflé tout le temps peut sembler avoir été le plus grand défi qu'ils s'aient dû relever, les biosphériens ont déclaré que l'apprentissage du contact humain dans un environnement clos était encore plus difficile. Il semble que l'expérience ait été un énorme fiasco, mais le groupe a acquis beaucoup de précieuses leçons. Ils ont prouvé qu'un écosystème scellé pouvait fonctionner pendant des années. Ils ont contribué à des études sur la restauration des récifs coralliens. Et leur ferme a montré qu'un rendement élevé et un recyclage complet des nutriments pouvaient être atteints sans l'aide de produits chimiques. Au cas où vous vous le demanderiez, ça n'a pas été la fin du complexe de verre. La seconde mission à l'intérieur de la Biosphère 2 a eu lieu en mars 1994. Maintenant, vous pouvez retourner au début de la vidéo pour comprendre comment ça a pu se passer pour eux. Bienvenue à Nome, une petite ville située au sud de la péninsule de Seward, sur la côte ouest de l'Alaska. Il fait froid, il neige, et aucune route ne relie cette ville aux autres villes de l'État. Et avec l'arrivée de la nuit, des habitants ont disparu sans laisser de traces. C'est peut-être pour ça que seulement 3500 personnes environ vivent là. Enquêtons sur cette affaire. Dans plusieurs villes, des gens disparaissent pour des raisons diverses. Mais c'est Nome qui a attiré l'attention du public. De 1960 à 2004, quelques 24 personnes y ont disparu. Ce nombre est statistiquement trop élevé pour une si petite population. Les gens ne rentraient tout simplement pas chez eux le matin et personne ne savait ce qui leur était arrivé.
Tous les habitants des petites villes comme Nome se connaissent. Il n'y a presque pas d'étrangers puisqu'il est si difficile de s'y rendre. Il n'y a pas de route ni de traversée en ferry. Toutes les routes partant de Nome se perdent dans de magnifiques paysages naturels vierges de toute présence humaine. Tu ne peux y accéder qu'en avion. Et ce n'est pas un avion de ligne, mais un petit biplan. Une autre façon d'y accéder est en motoneige. D'ailleurs, Nome est le point final de la célèbre course de chiens de traîneau appelée Iditarod. Tu peux aussi payer des habitants des villages voisins pour qu'ils t'emmènent à Nome en bateau à moteur. Malgré cet isolement, la ville est devenue très célèbre. La disparition fréquente de personnes a finalement attiré l'attention. Le monde entier a découvert Nome. Et en 2009, Hollywood a même fait un film sur le sujet. Pendant longtemps, personne n'a pu résoudre le mystère. La police n'a fait aucun indice, aucun témoin, rien. Les nuits sont longues en hiver, et l'air devient si froid que de l'eau dans un verre peut geler en quelques minutes. La neige peut tomber en abondance, et si quelqu'un quitte la ville pendant la nuit, la neige aura effacé toutes ses traces au matin. Bien sûr, les gens ont commencé à émettre des hypothèses. La plus populaire était celle d'une personne qui enlevait les gens de force. La police n'a trouvé aucune preuve que quelqu'un ait pu faire ça. Mais alors, si ce n'était pas un humain, c'était peut-être une bête sauvage. Là encore, la police n'a trouvé aucune preuve pour étayer cette théorie. Ensuite, certains ont commencé à émettre l'idée que des créatures venues d'autres planètes causaient ces disparitions. De nombreux habitants étaient sûrs que la ville était une destination populaire pour les vaisseaux spatiaux extraterrestres. L'intrigue du film hollywoodien Phénomènes paranormaux est d'ailleurs basée sur cette version. Le temps a passé. Finalement, la police et le FBI ont lancé une enquête à grande échelle. Et ils ont fini par découvrir la vérité. Ils ont réalisé que les histoires de personnes disparues étaient exagérées. La popularité de Nome et le fait de parler constamment de choses fantastiques ont fait croire aux gens à la réalité de ces histoires. Ok, admettons que certaines de ces disparitions aient été inventées. Malgré tout, de nombreuses personnes ont réellement disparu. Alors, qu'est-ce qui leur est arrivé? La réponse tient en deux mots, les bars et le mauvais temps. Les lieux de divertissement restent ouverts la nuit. Certains habitants s'amusent, puis finissent par quitter le bar pour rentrer chez eux. À ce moment-là, une forte tempête de neige peut se produire, réduisant la visibilité et créant des vents violents. Une personne peut alors simplement se perdre, et c'est tout. La vérité s'est avérée plus déroutante que la plupart des hypothèses. Le triangle des Bermudes est une vaste zone de l'océan Atlantique, si bien que la disparition de navires et d'avions à cet endroit ne semble pas si surprenante. Mais c'est beaucoup plus effrayant lorsque cela se produit sur un lac. Penchons-nous sur le cas du triangle du lac Michigan, situé entre les États du Michigan et du Wisconsin. Depuis plusieurs siècles, des choses terribles se passent ici. Les gens racontent les mêmes légendes sur cet endroit que sur le triangle des Bermudes. Ils ont signalé des phénomènes inexpliqués et ont vu des objets volant au-dessus de la surface du lac. Certains pensent que le triangle est un portail temporel. Bien sûr, aucune de ces théories n'a été confirmée, mais des choses étranges se sont produites dans la zone du triangle. L'une d'elles a eu lieu en 1950, lorsqu'un avion de la compagnie Northwest Airlines, transportant 108 passagers, a disparu sans laisser de traces pendant un vol au-dessus du lac. Des policiers ont vu une lumière rouge au-dessus du lac 2 heures après la dernière communication de l'avion. L'avion s'est probablement écrasé, mais les sauveteurs n'ont retrouvé aucun passager ni aucune épave. Tout ce qu'il restait, c'était une tache d'huile sur l'eau. De nombreux navires et bateaux ont disparu à cet endroit, mais l'un des cas les plus étranges s'est produit le 28 avril 1937. Il était minuit, et un bateau naviguait sur le lac. Le capitaine George Donner est allé se coucher dans sa cabine après une dure journée de travail. 3 heures plus tard, le navire s'approchait du port. Un des membres de l'équipage est allé dans la cabine du capitaine pour le réveiller. La porte était fermée de l'intérieur. Le marin a frappé, mais personne n'a répondu. Lorsqu'il a soupçonné que quelque chose était arrivé au capitaine, le marin a déverrouillé la porte. Il est entré dans la cabine, mais le capitaine n'était pas là. Il semblait s'être évaporé. L'équipage n'a jamais pu le retrouver. Depuis lors, la disparition étrange du capitaine George Donner reste inexpliquée. Voici David Polides. En 2008, il a terminé sa carrière de policier et a commencé à étudier la disparition mystérieuse de personnes en Europe, aux États-Unis et au Canada. Il a découvert que la plupart des personnes disparaissaient dans les parcs nationaux des États-Unis.
Au cours des 150 dernières années, plus de 1100 touristes s'y sont volatilisés. Beaucoup d'entre eux étaient des voyageurs expérimentés qui savaient comment survivre dans des conditions sauvages difficiles. Polydès a relaté ces disparitions mystérieuses. Il a souligné que certaines personnes supposées disparues ont ensuite été retrouvées vivantes. Elles se sont réveillées quelque part dans la nature et ne se souvenaient pas de ce qui leur était arrivé. Mais dans chaque histoire, le détail qui donne la chair de poule est que la plupart des personnes disparues étaient jeunes. Un autre détail est que beaucoup ont disparu juste avant un ouragan. Il y a encore trop de questions sans réponse dans cette affaire. La mer des Sargasses se trouve dans la partie nord de l'océan Atlantique. C'est la seule mer qui n'a pas de rivage sur Terre. On la qualifie de mer uniquement parce qu'elle est définie par les courants océaniques. De plus, des algues brun doré poussent au fond de cette zone, ce qui la fait ressembler à une tache orange au milieu de l'océan sans fin. La mer des Sargasses est devenue célèbre car au XIXe siècle, l'un des navires fantômes les plus célèbres de l'histoire a navigué ici. En 1872, un brigantin naviguait en effet sur la mer des Sargasses. Son capitaine a repéré un autre navire à quelques kilomètres de là. Il a allumé un feu de signalisation mais n'a reçu aucune réponse. Le capitaine a alors décidé de s'approcher pour découvrir ce qui s'était passé. Sur la coque du mystérieux navire était écrit le nom Marie Céleste. Le capitaine du brigantin et plusieurs membres de l'équipage sont montés à bord. Ils ont fait le tour du pont et ont regardé dans les cabines et la cale. Tout était à sa place, mais il n'y avait personne. La cargaison dans les barils n'avait pas été touchée, donc le navire n'avait pas été attaqué par des pirates. Les seuls éléments endommagés sur le navire étaient les voiles. Elles étaient déchirées en lambeaux. Tous les documents, sauf le journal de bord, avaient aussi disparu de la cabine du capitaine. La dernière entrée du journal de bord avait été ajoutée le 24 novembre 1872. L'équipage du navire n'a jamais été retrouvé, et ce n'était qu'un cas parmi d'autres. Au XXe siècle, des années 60 aux années 80, il y a eu de nombreux rapports de bateaux et de yachts vides flottant sur cette mer. De même, certains navires entiers ont disparu sans laisser de traces. Tous ces cas restent encore un mystère. L'une des hypothèses proposées veut que le courant à 4 côtés forme des entonnoirs d'eau. Ces tourbillons peuvent rapidement entraîner un bateau vers les profondeurs de la mer. Cela expliquerait la disparition des bateaux. Mais qu'en est-il des cas où le navire était toujours à flot mais sans son équipage ? Parfois, ces tourbillons d'eau peuvent aussi créer des tourbillons de vent, comme des mini-tornades. Et si ces tourbillons étaient assez puissants pour jeter les gens par-dessus bord et déchirer les voiles ? Il y a 84 millions d'années, de nombreux mammifères modernes, ainsi que des oiseaux, des groupes d'insectes et même les premières plantes à fleurs existent déjà. Les dinosaures sont encore là aussi. Il leur reste environ 20 millions d'années avant l'astéroïde. Le T-Rex, un chasseur intrépide, devient le roi des dinosaures. Et la Terre s'est inclinée de 12 degrés. Imagine notre planète comme une truffe au chocolat. L'enveloppe est dure, le centre est visqueux, avec une matière semi-solide. Sa couche supérieure, la croûte, est constituée de plaques tectoniques qui sont comme des puzzles. Les continents et les océans reposent sur ces plaques. Il y a 84 millions d'années, le manteau et la croûte ont commencé à tourner autour du noyau externe de notre planète, puis sont revenus en arrière. Si tu avais pu voir cela depuis l'espace, on aurait dit que la planète entière s'était renversée d'un côté. Aujourd'hui, cela aurait déplacé la ville de New York, là où se trouve la Floride. Disons que notre planète est comme une toupie. Elle tourne parfaitement si le poids sur la toupie est uniformément réparti. Mais si tu déplaces une partie du poids vers un côté, elle s'incline. Cela peut être dû au déplacement des plaques tectoniques et au fait que l'une d'entre elles s'enfonce sous une autre. Nous pourrions être en train de boire de l'eau plus ancienne que notre système solaire. Certains scientifiques pensent que l'eau que nous avons sur Terre pourrait provenir de grains de glace qui flottaient dans une sorte de nuage spatial il y a plus de 4,5 milliards d'années. Les lacs ne sont pas toujours paisibles et relaxants. Ils peuvent aussi exploser. Cela se produit lorsqu'il y a des gaz volcaniques sous la surface qui peuvent éclater, remonter à la surface et causer de gros dégâts. La rotation de la Terre ralentit avec le temps. Chaque année, la Lune reçoit un peu d'énergie de notre planète et s'en éloigne lentement. Ces deux phénomènes allongent nos journées, mais très lentement, environ 1,4 millisecondes tous les 100 ans. Cela signifie que lorsque les dinosaures existaient, la journée durait 23 heures. Notre planète était autrefois violette. Selon une théorie, les anciens microbes ne comptaient pas sur la chlorophylle pour absorber le soleil, mais sur d'autres molécules. Elles absorbaient la lumière verte et renvoyaient une jolie couleur violette.
Chaque fois que tu te baignes dans l'océan, souviens-toi que tu nages au-dessus de plus de 700 000 milliards de dollars en or. Non, pas au fond de l'océan en attendant que quelqu'un le sorte, mais dans de minuscules particules dispersées partout dans l'eau. L'endroit le plus profond de notre planète est la fosse des Mariannes, un endroit situé dans l'océan Pacifique, sous la surface de la mer. Mais l'endroit le plus profond qui n'est pas recouvert par l'océan se trouve en Antarctique. Techniquement, il est caché sous d'épaisses et profondes couches de glace. C'est à plus de 2500 mètres sous le niveau de la mer. Chaque jour, 60 tonnes de poussière tombent de l'espace sur notre planète. Il est probable que tu inhales une bonne quantité de cette poussière cosmique en allant simplement au travail. Il s'agit de poussière, de petites particules provenant de comètes, de météorites et de certains autres corps spatiaux. Dallol, en Éthiopie, est l'endroit habité le plus chaud de notre planète. Entre 1960 et 1966, la température était de 41 degrés Celsius et même en hiver, la température monte à 37 degrés Celsius en moyenne. 8 minutes et 20 secondes, c'est le temps que met la lumière du Soleil pour aller du Soleil jusqu'à notre planète. C'est encore peu comparé au temps nécessaire à la lumière pour atteindre Pluton, 5h30. Près de 70% de l'eau douce dont nous disposons dans le monde est retenue dans les calottes glaciaires et les glaciers. Plus de 96% de la quantité totale d'eau sur Terre se trouve dans les océans. La Terre est comme une sorte de gros aimant. Son noyau interne est une sphère constituée de fer solide entourée de fer liquide. Toutes ces variations et ces changements de densité et de température créent une sorte de force qui fait que le fer produit des courants électriques. Ces courants sont alignés par la rotation de la planète et ensemble, ils créent un champ magnétique. Il y a beaucoup d'étoiles dans la Voie lactée, 100 milliards, mais beaucoup plus d'arbres sur notre seule planète, environ 3000 milliards. Tu peux dire quel est l'âge de l'arbre que tu regardes grâce à ces cercles. Ils peuvent également te renseigner sur les conditions d'une année spécifique. Lorsque ces anneaux sont fins, cela signifie qu'il y a eu une sécheresse, tandis que les anneaux épais indiquent qu'il s'agissait d'une période pluvieuse. La Terre est une planète magique où même les pierres peuvent marcher. Du moins certaines d'entre elles dans la vallée de la mort en Californie. Elles laissent des traces pour que tu puisses suivre le chemin qu'elles ont parcouru. Certains des plus gros rochers ont laissé derrière eux des traces qui pouvaient atteindre 460 mètres de long. Les rochers dont le bas est lisse se déplacent librement, tandis que ceux dont la surface est rugueuse ont tendance à laisser des traces droites. Le monde qui nous entoure est constitué d'atomes, et il semble être solide. Mais 99,99% d'entre eux sont juste de l'espace vide. Un atome n'est qu'un noyau très petit et un nuage d'électrons qui l'entoure. Ces électrons sont des particules, mais ils agissent comme des vagues. Ils ne sont pas concentrés en un seul point, mais répartis sur une gamme de probabilités et occupent beaucoup d'espace. En supprimant l'espace vide de nos atomes, tous les humains pourraient tenir dans un espace très réduit, comme le volume d'un morceau de sucre. L'Australie se déplace lentement vers le nord, de 7 cm par an, à cause des mouvements tectoniques. L'Australie se trouve au sommet de plaques tectoniques continentales qui se déplacent plus rapidement que les autres. Il faudrait 400 000 lunes pour atteindre le niveau de luminosité du Soleil. Cela semble beaucoup à première vue, mais la Lune ne fait que refléter la lumière provenant du Soleil. Elle ne produit pas la sienne. Et même cela ne suffit pas. Sa luminosité dépend de l'angle exact entre le Soleil, la Lune et la Terre. La planète sur laquelle nous vivons avait autrefois 2 lunes. Ou du moins, certains scientifiques le pensent. Ils croient que le côté de la Lune qui fait face à la Terre est relativement plat et bas, tandis que l'autre côté est beaucoup plus épais et a plus de croûte. La théorie dit qu'il y avait autrefois une deuxième Lune qui entrait en collision avec ce côté plus épais. Certains pensent qu'il y a toujours une deuxième Lune. Il pourrait s'agir non pas d'un corps spatial géant que nous pouvons clairement voir dans le ciel, mais d'une sorte de petit astéroïde attiré dans l'orbite de la Terre. L'air n'est pas composé principalement d'oxygène, il est composé à 78% d'azote. Si tu veux voir des rochers très escarpés, va au Canada, au parc national Ahuhuituk. Il possède le plus grand dénivelé du Canada, la falaise la plus haute et la plus abrupte, avec 105 degrés de surplomb et 1220 mètres de roche. Une équipe de 4 hommes américains a finalement réussi à atteindre le sommet en 1985, bien qu'il y ait eu 30 tentatives pour cela auparavant. Il leur a fallu 33 jours pour y parvenir. Le Pacifique, l'Atlantique, l'Indien et l'Arctique sont les 4 océans du monde. Le 5e correspond à l'océan austral. Il n'est pas défini par les continents qui l'entourent, mais par son courant antarctique qui va d'ouest en est. Les recherches montrent que le courant a été créé il y a plus de 30 millions d'années, lorsque l'Amérique du Sud et l'Antarctique s'étaient séparés.
Cela a permis à l'eau de circuler au fond de l'océan sans aucune barrière. La fonte des glaciers et des nappes glaciaires signifie qu'il y a plus d'eau dans les océans. Cela ajoute le poids supplémentaire de tout ce liquide qui fait pression sur le fond de la mer, ce qui le fait couler. La surface de la Terre semble solide et relativement permanente, mais tous les 500 millions d'années, elle subit un processus de régénération. Les plaques tectoniques s'entrechoquent, la croûte continentale crée une pression sur la croûte océanique et cette pression active les volcans. Au fil du temps, tout cela a pour effet de régénérer et de remplacer une grande partie de la surface de la Terre. Tout comme notre corps régénère les cellules de notre peau, en remplaçant les anciennes par les nouvelles. De toutes les planètes du système solaire, la Terre est la seule dont la croûte externe s'est brisée en d'énormes surfaces appelées plaques tectoniques. Il s'agit d'un processus important qui a permis la formation de fosses océaniques et de montagnes et qui contribue également à la protection de la Terre. Lorsque les plantes microscopiques qui vivent dans l'océan disparaissent, elles tombent au fond de l'océan. Les restes retournent à l'intérieur de notre planète et sont recyclés et finissent par se retrouver dans l'atmosphère, nous protégeant ainsi de la chaleur excessive pouvant... Une tempête de neige fait rage. Il a extrêmement froid. Ses jambes s'enfoncent dans la neige jusqu'aux genoux. Joe Labelle, chasseur expérimenté, se fraye un chemin dans la forêt en protégeant son visage face au vent. Toute autre personne serait déjà tombée en criant de désespoir, mais pas Joe Labelle. Il peut survivre en toutes circonstances et sait toujours quoi faire. En ce moment, il se dirige vers l'un des villages de l'extrême nord du Canada. Ce petit village est situé au bord du lac Anjikuni. Ses habitants sont des Inuits, peuple indigène d'Amérique du Nord. Joe n'a pas mangé ni bu depuis longtemps. Il a besoin d'une bonne nuit de sommeil et d'un repas chaud. Il espère que les habitants seront hospitaliers. À travers les arbres et la brume blanche, il aperçoit les silhouettes des tentes. De la fumée s'échappe de quelques habitations. Joe arrivera probablement à temps pour le déjeuner. Au moment où il arrive, le vent se calme. Le blizzard a pris fin. Le chasseur accélère et découvre le village au bord du lac gelé. C'est étrange, mais il n'y a d'habitants nulle part. Les gens sont probablement tous chez eux, dans l'attente que le temps s'éclaircisse. « Il y a quelqu'un !» crie Joe, mais il n'obtient aucune réponse. « Tiens, de la fumée s'échappe de cette tente !» Joe signale sa présence, mais personne n'ouvre. Il frappe plusieurs fois, puis entre. La tente est vide. Tout est à sa place. Il y a un morceau de tissu avec des aiguilles et du fil sur la table. Du bois brûle dans la cheminée. On dirait que les gens viennent à peine de partir. Joe entre dans la tente suivante et c'est la même chose. Tout est à sa place, mais il n'y a personne. Joe dépasse les tentes et découvre une fosse où brûlait il y a peu un feu de camp. Au-dessus, il y a une corde à laquelle est suspendu un morceau de viande. Pour une raison ou pour une autre, ils ne l'ont pas mangé. Le lac Anjikuni fait partie d'une chaîne de cours d'eau. Les Inuits y pêchaient et y échangeaient diverses marchandises. D'habitude, il y a beaucoup de monde ici, mais aujourd'hui, quelque chose a forcé les gens à quitter leur maison. Pourquoi ont-ils abandonné toutes leurs affaires et où sont-ils allés? Il n'y a aucune trace autour du village. Tous les traîneaux sont encore là. Les Inuits ont même laissé leurs chiens. Les chiens les aident à chasser et tirent les traîneaux. Personne ne laisserait ses vêtements chauds et ses chiens en partant d'ici, surtout par mauvais temps. Joe Labelle sait tout cela et en conclut que quelque chose de terrible s'est produit. Son corps tremble, non pas de froid mais de peur. Il parcourt le village entier et ne trouve absolument personne. Terrifié, il s'en va, se dirige vers le poste télégraphique le plus proche et envoie un message à la police. Au bout d'un certain temps, les gens commencent à arriver. La police essaie de retrouver les personnes disparues et de comprendre ce qui s'est passé, mais en vain. Près du village, ils trouvent une tombe vide. Lors de la cérémonie, les Inuits ont placé des pierres autour du lieu de sépulture. Ces pierres sont intactes, ce qui signifie qu'aucun animal n'est passé par là. Que s'est-il donc passé? Une trentaine de personnes vivaient dans ce village. Elles ont toutes disparu. Les habitants des villages voisins ne sont d'aucune aide.
Ils n'ont aucune idée de ce qui est arrivé. La seule chose que la police a remarquée, ce sont d'étranges lumières bleues. Dans cette région, les aurores boréales sont un phénomène courant. Les habitants de la région aperçoivent souvent une lueur dans le ciel étoilé. Mais aujourd'hui, c'est différent. La lumière clignote. Les chasseurs du coin ont vu quelque chose de similaire. Ils disent que des choses étranges volèrent dans le ciel. Tout cela s'est passé en 1930. Près de 90 ans se sont écoulés depuis la disparition du village et de nombreuses théories ont vu le jour. Selon l'une d'elles, ce serait le fait d'une civilisation extraterrestre. Cette théorie dit que les lumières bleues que les habitants et la police ont vues dans le ciel étaient des vaisseaux spatiaux. On pense qu'au cours d'une nuit sinistre, ces vaisseaux seraient descendus jusqu'au village et auraient emporté tous les habitants. Voilà pour la version science-fiction. Il y a en d'autres, plus réalistes. Des internautes ont découvert que Joe Labelle n'avait pas de permis de chasse. Peut-être n'était-il pas un professionnel après tout et a-t-il tout inventé. Mais à l'époque, peu de chasseurs avaient leur permis. Joe reste donc un témoin fiable. En remontant à la source de toutes ces informations, nous découvrons des livres et quelques articles de journaux des années 30. Et aucune de ces sources ne vient confirmer que l'histoire mystérieuse du lac Anjikuni est vraie. Cette histoire a-t-elle donc été inventée de toutes pièces? Quittons maintenant les neiges du Canada pour les chaudes plaines de l'Inde. Dans ce grand pays, il existe un village sinistre où des personnes ont également disparu sans laisser de traces. Cela s'est passé dans la première moitié du 19e siècle. Aujourd'hui encore, les habitants évitent cet endroit car ils le croient hanté par des forces maléfiques invisibles. Découvrons donc l'histoire du village de Kuldara. Il est situé dans le district du Rajasthan. Pour vous y rendre, vous pouvez prendre un taxi jusqu'au village ou à la ville la plus proche. Le village est situé loin de toute civilisation, il a l'air désert. Il n'y a que des ruines. On dirait que des archéologues viennent de l'abandonner. Mais il ne s'agit pas d'une cité antique. Le village a été déserté il y a plus de 200 ans. Mais jusqu'à ce moment-là, c'était un endroit prospère. Kuldara était un grand village. Ses habitants étaient pour la plupart des agriculteurs. Ils vendaient leurs produits agricoles. Et puis, une nuit, tout a changé. Les gens ont abandonné leurs maisons et leurs affaires et se sont enfuis. Personne ne sait pourquoi. Et personne ne sait où ils sont allés. On n'a jamais revu les habitants de Kuldara. Hormis les touristes, les visiteurs sont extrêmement rares. Les habitants du coin sont persuadés que le village est maudit et qu'il abrite des activités paranormales. Si vous interrogez les résidents des villes voisines, ou si vous cherchez des informations sur Internet, vous découvrirez quelques légendes. Une version populaire dit que les gens ont quitté le village à cause du manque d'eau. Cependant, cela n'explique pas pourquoi ils sont partis en pleine nuit en abandonnant toutes leurs affaires. Selon une autre version, les villageois se seraient enfuis pour sauver la fille du chef de Kuldara. Un chef voisin était tombé amoureux d'elle et voulait l'épouser. Il menaça les habitants de graves conséquences si la jeune fille le rejetait. Et il leur donna une seule journée pour prendre une décision. Les habitants refusèrent de se plier à sa demande. Par solidarité, ils décidèrent de quitter le village avec le chef et sa fille. Mais si c'est vrai, pourquoi personne ne les a-t-il vus partir? Un autre village a forcément dû les accueillir. En outre, ils auraient eu besoin de leurs affaires. Voilà le point commun entre Kuldara et le lac Anjikuni. Les gens ont quitté un endroit confortable pour une raison inconnue. Une histoire similaire s'est produite en Irlande, dans un petit village de l'île d'Achille. Une quarantaine de maisons de pierre et de paille longeaient la vallée de Kim Bay. Dans des documents datant des années 1830, on mentionne ce village composé de quelques petites bâtisses. Mais aujourd'hui, il n'en reste pratiquement rien, à part quelques morceaux de murs et de petits monticules de terre. Les habitants des localités voisines ne se souviennent pas de ce village.
mais nous le connaissons grâce aux récits des écrivains voyageurs qui ont décrit l'incroyable beauté du lieu dans leurs journaux. Les étudiants de l'école d'archéologie locale ont essayé de trouver des réponses. Ils ont fait des fouilles et ont découvert que les habitants ont certainement dû quitter leur village à cause de la faim ou d'une maladie. Si tu es dans un avion qui monte dans les airs, tu peux penser que c'est l'objet le plus lourd dans le ciel. Mais ces gros nuages cumulus que tu vois avec la forme de ton chien peuvent peser plus d'un demi-million de kilos. Les nuages ne sont que de minuscules gouttes d'eau rassemblées. Ne t'inquiète pas, ils ne vont pas tomber en morceaux. On pourrait croire qu'il y a une infinité d'étoiles dans la galaxie de la Voie lactée, mais les experts de la NASA sont convaincus qu'il y a potentiellement 100 à 400 milliards d'étoiles là-haut. Il y a environ 3 trillions d'arbres dans le monde et environ 400 000 espèces de plantes. Parmi toutes ces plantes, entre 80 000 et 300 000 sont comestibles, mais seulement 200 de ces plantes sont utilisées dans différentes cuisines. Si tu habites en Alaska, tu peux t'attendre à ce que Hawaï arrive tout doucement vers toi. Tu ne le sens peut-être pas, mais les plaques tectoniques se déplacent en permanence à la vitesse à laquelle poussent tes ongles. Hawaï se déplace de 10 cm chaque année parce que la plaque pacifique est toujours en train de pousser vers le nord. Les abeilles bourdonnent avec 4 ailes au lieu de 2. Les 2 ailes que l'on voit habituellement se transforment en une seule aile lorsqu'elles volent. Mais lorsqu'elles se posent et se rafraîchissent, elles se décrochent pour redevenir 4 ailes. Elles ont même un réseau invisible de chaînes par lesquelles elles volent pour aller de fleur en fleur. Les abeilles peuvent voler plus haut que le mont Everest qui s'élève à près de 9000 mètres. Les ouragans ne peuvent pas traverser l'équateur à cause de l'effet de Coriolis, qui est également responsable de nombreuses méga-tempêtes. Les basses pressions dans l'hémisphère nord tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Dans l'hémisphère sud, elles tournent dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, si un ouragan passe près de l'équateur, il ne pourra pas tourner. L'acide dans ton estomac est si fort qu'il peut faire fondre l'acier inoxydable. L'acide contenu dans l'estomac a un pH de 2 à 3 et ne fait pas fondre tes entrailles grâce à une paroi stomacale qui sécrète un produit chimique pour l'équilibrer. Ton corps remplace cette paroi tous les 4 jours environ. Les hiboux ont des sortes de tubes oculaires à la place des globes oculaires. Les humains peuvent tourner leur tête à un angle de 180 degrés et faire pivoter leurs yeux dans plusieurs directions. Les hiboux ne peuvent pas bouger leurs yeux librement comme nous, mais ils compensent en tournant leur tête à 270 degrés. Ils peuvent voir très bien la nuit. Ok, le caméléon, on a pigé. Tu peux bouger tes yeux indépendamment dans toutes les directions. S'il te plaît, arrête de me fixer. Si tu te trouves dans l'espace, sur une planète de notre système solaire, il y a de fortes chances que tu nages dans des diamants. Les atmosphères des planètes comme Jupiter et Saturne présentent des pressions tellement élevées qu'elles peuvent cristalliser les atomes de carbone et créer des diamants. Les scientifiques affirment même qu'il pleut jusqu'à 900 000 kg de diamants par an sur Saturne. Le Soleil continuera à être de plus en plus brillant et chaud et finira par évaporer les océans, faisant de la vie sur Terre un four semblable à celui de Vénus. Notre Voie lactée est sur le point d'entrer en collision avec la galaxie d'Andromède. Les étoiles, les astéroïdes, les planètes et les lunes vont s'entrechoquer et tout détruire. Bien sûr, une chose pareille ne se produit pas du jour au lendemain, mais les 2 galaxies finiront par se combiner en un seul méga-amas de galaxies. Mais cela n'arrivera pas avant des milliards d'années, je ne serai plus là à ce moment-là. Les loris-lans, avec leurs yeux exorbités, sont peut-être mignons, mais ce sont les seuls primates venimeux du règne animal. Ils puisent leur venin dans une glande située sous leur aisselle, avant de mordre un prédateur. Malheureusement, leur nombre diminue à l'état sauvage. Les forêts et les jungles ne sont pas les seuls à produire la majorité de l'oxygène que tu respires. Ce sont des créatures microscopiques appelées phytoplanctons qui vivent dans les couches supérieures de l'eau, notamment dans les océans. Comme les plantes, elles utilisent également la photosynthèse pour transformer la lumière du soleil en oxygène. Elles sont si nombreuses qu'elles contribuent de 50 à 85% de l'oxygène total. Pluton a été découverte en 1930 et jusqu'à présent, elle n'a même pas effectué une rotation complète autour du Soleil. Il faut 248 ans à Pluton pour effectuer une orbite complète, ce qui signifie que Pluton fêtera l'événement avec des feux d'artifice et des comptes à rebours en l'an 2178. Il est arrivé que de la neige recouvre les paysages de sable du désert du Sahara, et ce n'est même pas le plus grand désert de la Terre. Le gagnant dans cette catégorie est le désert polaire de l'Antarctique. Au lieu de sable, il est fait d'eau gelée. Même le Sahara reçoit plus de précipitations que le désert de l'Antarctique. En 1933, la Double Eagle était une pièce d'une valeur de $20. Seules quelques-unes d'entre elles ont été émises.
Mais cette tendance n'a jamais vraiment pris, et la pièce a donc été récupérée. Certaines ont été conservées, mais la plupart ont été détruites. En 2002, quelqu'un a acheté une de ces pièces lors d'une vente aux enchères pour 7 500 000 $, ce qui en fait la pièce la plus chère jamais vendue aux enchères. Les kangourous ont une action semblable à un ressort sur leurs pattes qui leur permet de sauter partout, mais il leur est impossible de le faire sans leur queue qui fait office de contrepoids. Ces sauteurs peuvent rebondir à une vitesse d'environ 25 km/h et ils ne peuvent pas sauter en arrière. Ta gourmandise préférée de l'été a été inventée par accident par un garçon de 11 ans en 1905. Frank Epperson a accidentellement laissé de la poudre de soda et de l'eau avec un bâton de bois pendant la nuit et s'est retrouvé gelé. Il l'a d'abord appelé l'Epsicle, mais le popsicle est resté dans les esprits et il existe maintenant dans de nombreux parfums. Le plus gros animal de la planète pèse autant que 33 éléphants. Sa langue seule peut être aussi lourde qu'un de ces éléphants. Le cœur d'une baleine bleue peut peser autant qu'une petite voiture et doit battre toutes les 10 secondes. 3 grandes baleines bleues empilées tête bêche font à peu près la longueur de la Statue de la Liberté. Un humain peut même nager dans leurs grosses veines avec facilité. Le nanocaméléon est le plus petit reptile à avoir été découvert. En janvier 2021, des scientifiques sont partis en expédition dans les forêts tropicales du nord de Madagascar et ont trouvé cette petite créature. Elle se nourrit d'acariens et d'autres créatures microscopiques et mesure un peu plus de 1,3 cm de long. Europe est l'une des nombreuses lunes de Jupiter et est la plus proche de ce que les scientifiques appellent notre prochaine maison potentielle au sein de notre système solaire. La surface est couverte de glace, mais on pense qu'il y a un océan en dessous qui pourrait regorger d'êtres vivants microscopiques. Si tu as peur du noir, alors la Lune n'est probablement pas un endroit pour toi. Les ombres sont plus sombres sur la Lune que sur Terre. Sur notre planète bleue, l'atmosphère est capable de disperser davantage la lumière du Soleil, contrairement à la Lune. Les habitants de la Grèce et de la Rome antique utilisaient les toiles d'araignée comme pansement naturel pour les patients. Ces toiles contiennent des substances chimiques naturelles qui favorisent la guérison. Les toiles d'araignée sont si résistantes que 5 cm de toiles d'araignée enroulées peuvent arrêter un avion à la vitesse d'atterrissage. Une étude montre que les musaraignes arboricoles possèdent une mutation dans leur système qui les rend moins sensibles aux épices. Les musaraignes sont les seuls mammifères connus, à l'exception de l'homme, à apprécier les saveurs piquantes dans la bouche. Les chercheurs ont réalisé une expérience avec d'autres mammifères et ont constaté que ces derniers évitaient les aliments épicés, tandis que les musaraignes arboricoles les engloutissaient sans réfléchir. Les dauphins sont l'une des créatures les plus intelligentes au monde, en partie parce qu'ils peuvent dormir tout en étant éveillés. Lorsqu'ils dorment dans la nature, leur cerveau doit être partiellement sur ses gardes pour détecter tout prédateur qui se cacherait dans l'eau. Lorsque la chaleur augmente dans un feu, l'air qui l'entoure se précipite pour la remplacer, ce qui entraîne la formation d'une colonne qui tourne. C'est ainsi que naissent les tornades de feu ou les tourbillons de feu. Les pieuvres peuvent être difficiles à repérer car elles se camouflent très bien, mais elles peuvent pondre plus de 55 000 œufs. La mère passe les 6 mois suivants à s'occuper d'eux et une fois éclos, ils peuvent avoir la taille d'un grain de riz. La prochaine fois que tu feras un câlin à ton chat, regarde ses pattes arrière et compte le nombre d'orteils qu'il possède. Il a 5 orteils sur chacune de ses pattes avant, mais seulement 4 sur ses pattes arrière. Les scientifiques pensent que cela les aide à courir plus vite ou à s'échapper après avoir comploté contre toi. Les chochos et certaines autres races de chiens ont une langue bleu-violet. Les girafes ont également une langue de la même